Game begin. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien digérer en ma compagnie. Donc, je travaille pour Google Cloud, je suis développeur advocate et j'aime bien le sujet du machine learning. Et quand on est développeur, mais pas forcément un expert, un data scientist, etc. Donc il y avait d'ailleurs, je crois, un talk précédemment, data scientist et Google Cloud Platform, juste avant. Et ben, quand on n'est pas data scientist mais qu'on est développeur, il y a quand même plein de choses qu'on peut faire avec le machine learning en utilisant des API déjà toutes faites qui ont des modèles de machine learning pré-entraînés, et c'est ce que je vais vous proposer là de vous montrer aujourd'hui. Donc on parlera d'analyse de ce qu'il y a dans les images, dans les vidéos, de la compréhension du texte avec le processing du langage naturel, compréhension de la voix, génération même de voix, etc. Et on dira quelques mots aussi après quand on veut aller au-delà et qu'on veut créer soi-même ses propres modèles de machine learning avec par exemple TensorFlow. Alors si on revient un petit peu ce qui s'est passé récemment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc là, il y avait AlphaGo et puis ses dérivés qui ont montré qu'on était capable de battre le meilleur joueur au monde au jeu de Go, alors qu'on imaginait que c'était un problème très complexe, peut-être pas encore réalisable et qu'on puisse résoudre en tout cas rapidement. Par rapport à ce qu'on faisait avant, si vous vous rappelez de Kasparov quand il s'est fait battre par Big Blue aux échecs, à cette époque-là, on avait des experts humains qui définissaient les algorithmes d'évaluation des positions, etc., plus du calcul brut, vraiment calcul de force sur des grosses machines. Mais c'était vraiment l'être humain qui donnait de l'intelligence aux algorithmes pour résoudre ces problèmes-là. Tandis qu'avec l'approche du machine learning, on utilise des réseaux de neurones, on en dira quelques mots dans une seconde, qui d'eux-mêmes arrivent à apprendre les règles du jeu, arrivent à apprendre les stratégies, les tactiques par eux-mêmes. Donc le seul algorithme entre guillemets qu'on écrit, c'est de savoir comment on définit le réseau de neurones qu'on souhaite utiliser pour résoudre ces problèmes-là. Les réseaux de neurones, c'est pas forcément quelque chose de nouveau. L'intelligence artificielle, on en parle depuis déjà assez longtemps, mais dans les années 70-80, il y a eu l'hiver de l'intelligence artificielle où on s'est aperçu que ça ne délivrait pas les promesses ou les attentes escomptées, et du coup il y a eu beaucoup moins d'investissement dans ce domaine-là. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui il y a de plus en plus, on parle de machine learning de partout, tous les produits, projets, etc. essayent de rajouter du machine learning, de l'intelligence d'une manière ou d'une autre dans les applications. Et pourquoi on en entend beaucoup parler aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même deux grandes évolutions qui sont arrivées. Déjà d'une part parce qu'on collecte plus de données, donc on a plus de données sur lesquelles on peut faire apprendre des choses à des réseaux de neurones. Donc ça, avoir des données bien labellisées, disant, je sais pas, dans cette photo il y a une pomme, dans cette photo il y a un chat, avoir ces données labellisées, c'est très important. Et le deuxième aspect, en fait, c'est le fait que aujourd'hui on a des ordinateurs encore plus puissants, on peut utiliser des GPU pour faire des calculs de matrices pour nos réseaux de neurones, ou même Google a créé des TPU, Tensor Processing Unit, qui sont des processeurs dédiés à des calculs de réseaux de neurones. Ça, plus le fait aussi que au-delà de la puissance de calcul, on est capable de mettre toute cette puissance de calcul en réseau sur le cloud de manière distribuée, et du coup d'entraîner des modèles de machine learning beaucoup plus rapidement. Donc c'est un petit peu un cercle. Du coup, on arrive à améliorer encore plus la recherche, vu qu'on a plus de données, plus de puissance de calcul, etc. Et c'est pour ça qu'on voit du machine learning de partout. Si je prends un petit exemple, moi j'ai mes photos sur mon téléphone, un Pixel, qui sont mises automatiquement dans Google Photos. Et on voit aussi que on peut combiner en fait différents domaines du machine learning, donc par exemple la compréhension de la voix, du texte, mais également des images, pour faire quelque chose qui
paraît simple intuitivement, mais qui peut simplifier la manière dont on le faisait jusqu'à présent. Par exemple, vous voulez chercher des photos de chiens, de chats ou de je ne sais quoi dans toutes les photos que vous avez. Donc vous aviez deux manières de faire. Jusqu'à présent, c'était soit labelliser à la main toutes les photos, ce qu'on ne fait jamais parce que c'est juste trop pénible. Surtout avec les téléphones portables, on prend des photos, on en prend 100 par jour. Et l'autre approche, c'est allez, on va regarder des pages et des pages de photos. Attends, là il n'y a pas mon chien, il n'y a pas mon chien. Ah tiens, là il y a mon chien. Donc c'est pas forcément facile et rapide de trouver les photos de son chien. Alors qu'en combinant différentes choses, je peux utiliser la compréhension vocale. Donc quand dans le champ de recherche, je peux dire chien, il va comprendre les mots que je lui ai dit. On peut utiliser le langage naturel pour essayer de comprendre la structure de ce qui a été dit, du texte qu'on a reconnu à partir de la voix, puis ensuite utiliser des API de reconnaissance visuelle qui permettent de voir, tiens, dans cette photo il y a un chien, dans cette photo il y a un chat, etc. Et en combinant toutes ces choses-là, on peut faire des applications à valeur ajoutée. En tout cas, on simplifie la tâche de rechercher des photos par thème, par sujet. Donc ça, c'est assez sympa de voir qu'on peut combiner ensemble. Et chez Google, il y en a de plus en plus partout. Par exemple, je sais pas, sur YouTube, pour tout ce qui est recommandations de vidéos, ou même savoir ce qu'il y a dans les vidéos quand vous faites une recherche. Gmail, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu là, les Smart Compose, là où ils proposent de compléter ce que vous allez dire dans votre email. Voilà, tout ce qui est recommandations, etc. C'est des choses qui sont rajoutées dans tous ces services-là. Et juste pour la petite histoire, là, chez Google, on a un méga mono repository avec tous les projets, les produits, les services, les API, etc. Et en fait, on peut faire quelques stats un petit peu sur ce qu'on trouve dans le source code de tout Google. Si on regarde en fait les modèles de description des modèles de réseau de neurones qu'on veut configurer, et en fait, quand on regarde dans les sources de tout Google, on voit qu'il y a une croissance quasi exponentielle de l'utilisation de modèles de machine learning dans les produits, services, etc. de Google. Alors là, on va zoomer un petit peu plus sur le panorama, le spectre, mon petit arc-en-ciel là, de ce qui est disponible pour vous. Donc ce qu'on a, qui est plutôt là sur votre gauche ici, c'est justement vous y connaissez en data science, vous savez quel réseau de neurones utiliser, etc. Vous pouvez utiliser TensorFlow, qui est un projet open source, qui a été créé par Google et qu'on utilise chez nous en interne. Donc là, vous pourrez créer vos propres modèles de données, etc. Et à l'opposé, on a aussi les API qui sont à votre disposition. C'est juste une API REST ou un SDK client que vous pouvez appeler, qui vous permettent d'interagir avec des modèles déjà pré-entraînés. Et dans ces modèles-là, on a par exemple la vision pour savoir ce qu'il y a dans les vidéos, la Speech API pour pouvoir reconnaître ce qu'on dit, text-to-speech pour générer aussi de la voix, la traduction aussi, qui est maintenant à base de machine learning et non plus d'algorithmes et de grammaire créés par des linguistes. Et au milieu, après, j'en dirai quelques mots, on a aussi des outils qui peuvent vous aider. Donc à gauche, le petit cerveau là, c'est le fait de pouvoir entraîner ses propres modèles de machine learning dans le cloud, plutôt que de le faire avec vos propres machines, vos propres GPU. Ça peut accroître la vitesse avec laquelle vous allez entraîner vos modèles. Et celui qui est au milieu, c'est un petit peu une spécialisation de tous ceux qui sont à droite, où en fait on va pouvoir spécialiser par exemple la reconnaissance visuelle pour reconnaître des objets particuliers à votre domaine. On y reviendra tout à l'heure. Donc le machine learning, c'est le fait que un ordinateur en tout cas arrive à apprendre quelque chose à partir d'exemples et d'expériences. Donc je vais faire un petit exercice aussi avec vous tout à l'heure. Imaginons qu'on veut reconnaître des photos de chats ou de chiens. Les réseaux de neurones ont plusieurs couches, plus c'est
profond, plus on appelle ça deep learning, hein, je schématise un petit peu. Les premiers, donc tout en bas, hein, le premier niveau va reconnaître les pixels qu'il y a dans une image. Après, peut-être que le niveau du dessus va reconnaître des contours. Après, le niveau encore au-dessus va peut-être reconnaître des formes, un œil, une oreille, etc. Et puis après, plus on monte, en fait, plus les neurones se spécialisent et reconnaissent quelque chose de plus haut niveau. Donc s'il y a 4 pattes, des oreilles, tout ça, ça doit peut-être être un animal. Et puis après, ça spécialise et à la fin, il y a 2 neurones. Il y en a un qui va dire, bon, bah, celui qui est activé, ça veut dire que j'ai reconnu qu'il y a un chien. L'autre va reconnaître que c'est un chat. Mais après, on se dit, bon, ouais, on arrive, nous, à reconnaître, nous, humains, quand même, les animaux. Et si on regardait, par exemple, des fruits, et là, c'est là que vous allez participer un petit peu, pour vous empêcher de digérer, donc vous aider à digérer, je ne sais pas. Comment on reconnaît une pomme d'une orange? Qu'est-ce qui est caractéristique, finalement, de l'un ou de l'autre? La peau, la texture, la couleur, ouais. Donc là, bah, la couleur, c'est un bon exemple parce que on peut très bien me donner aussi une image noir et blanc, hein, évidemment. Donc là, la couleur, ça ne va pas forcément trop nous aider. Mais j'ai entendu la peau. La peau, c'est pas mal parce que effectivement, la texture est différente. Donc il faudrait quand même écrire un algorithme qui dit if, enfin déjà reconnaître la texture, je ne sais pas trop comment, et puis après des if then else disant alors if la peau est un peu comme ça granuleuse, c'est plutôt une orange, if la couleur, il y a plusieurs couleurs rouge vert, c'est peut-être plutôt une pomme, etc. Mais après c'est vrai que ces algorithmes là, ils vont vite avoir, on va rencontrer des limites parce qu'une mangue, c'est à peu près la même peau qu'une orange, mais il y a aussi les mêmes couleurs que la pomme que j'avais. Donc c'est pas si évident. Après on peut se dire, mais bon, il y a d'autres problèmes pour lesquels c'est plus évident. Imaginons un chien et un balai serpillière. Plus facile à reconnaître. Hein. Je veux dire, il n'y a rien vraiment de commun entre les deux. Mais si on regarde le chien, la race Commandor, eh ben, c'est moins clair déjà. Donc lequel est le chien, lequel est le... Donc il y en a pour lesquels, ça, bon, nous on arrive quand même à voir, c'est assez évident, mais il y en a certains, là, ceux là, du milieu, là, où c'est peut-être moins évident. Donc je reviendrai après sur ce qui est reconnu par notre API de reconnaissance visuelle. Donc là, moi je vais me focaliser sur ces différentes API-là, puis je vais vous faire des petites démos, vous lister un petit peu les features qui sont disponibles, et de voir du coup comment vous, éventuellement, vous pouvez utiliser ça concrètement dans vos applications. Oups, alors là j'ai passé 2 slides en même temps. Je vais vous parler de l'API Vision API, qui permet de faire plein de choses. Elle permet de reconnaître ce qu'il y a dans les images, c'est le label detection, de reconnaître aussi où sont les visages, de reconnaître le texte à l'intérieur des images, de voir si le contenu est explicite, violent, osé, etc. De reconnaître même des lieux dans nos photos, ou de reconnaître des logos, là, comme le logo de Google. Là par exemple sur la détection de visage, là c'est mes collègues dans mon équipe, ils ont fait un selfie, là c'est à Petra, là, et on voit par exemple, donc on voit les boîtes, les coordonnées, on voit l'œil, par exemple là, landmark, c'est les points particuliers du visage, on voit que l'œil est à tel endroit, on voit aussi joy likelihood, ça a l'air d'être des personnes qui sourient sur la photo, donc on a tout un tas d'informations, et même les angles, l'angle du visage. On a la détection des lieux. Alors, vous savez où ça se trouve, ce truc-là là? Ah, voilà, non, c'est bien. C'est parce que j'ai entendu Las Vegas, parce qu'en fait, c'est pas la Tour Eiffel de Paris, mais c'est la miniature de la Tour Eiffel qui est à l'hôtel Paris Hotel and Casino à Las Vegas. Et quand on lui file cette image-là à l'API de Vision, elle est capable de reconnaître que c'est pas la Tour Eiffel de Paris. Et donc on a même aussi latitude, longitude pour savoir où ça se place sur une carte. Les annotations web, ça peut être utile aussi pour identifier un petit peu y avoir plus d'informations sur les entités, les choses qui sont visibles dans les images. Donc par exemple ça c'est une Ford Anglia, c'est aussi une image d'une photo qui a été prise au musée Art and Science de Singapour. Donc ce modèle particulier, et on sait également que c'est la Ford Anglia que Ron Weasley et Harry Potter conduisaient dans le film et le livre Harry Potter. Donc on a des informations complémentaires, au-delà de, je sais pas moi, il y a un chien dans une photo, on a des informations, des métadonnées complémentaires. On peut aussi savoir si l'image vient
d'internet, où est-ce qu'on peut la retrouver ailleurs sur internet, si c'est un sous-ensemble, un crop d'une image existante, ça peut être bien. Je sais pas, si on a un site de photographie, on veut voir l'origine des photos, voir que personne les a recopiées et publiées ailleurs, on peut aussi utiliser cette API pour ça. Et donc là, pour tout à l'heure, pour notre chien, donc par exemple celui-là il reconnaissait bien que c'est, donc ça c'est les labels qui sont reconnus, donc il a bien reconnu que c'est un chien. Là il a bien reconnu que c'est un broom, un outil pour faire le ménage. Mais par exemple pour ces deux-là, donc celui du haut avec le point d'interrogation, il a reconnu que c'était de la fourrure, mais il n'a pas reconnu que c'était un chien. Bon, de la fourrure c'est quand même pas si mal. Et celui du bas, alors c'est peut-être un petit peu moins correct, c'est du textile. Après on peut se dire aussi, bon c'est quand même une forme de textile éventuellement. Donc même pour des images où c'est des fois un peu plus ambigu, le résultat est quand même pas si mal que ça. Après il n'y a pas une infinité de libellés, ça ne peut pas reconnaître tout et n'importe quoi, mais c'est justement là où je dirais 2-3 mots sur AutoML, qui est le fait de pouvoir entraîner un modèle de machine learning préexistant pour reconnaître des choses supplémentaires. Ah oui, si, je voulais quand même vous faire une petite démo là-dessus. J'avais fait, alors où est-ce qu'elle est? J'avais fait une petite, peut-être grossir un petit peu, j'avais fait une petite appli pour un autre talk que j'aime bien, c'est ça. Donc si vous allez sur pickadaily.appspot.com, si jamais vous êtes sur internet, par exemple, hop, je vais refaire, bon là c'était la photo que j'avais fait de vous tout à l'heure, je vais faire, voilà, avec mon ordinateur par exemple. En fait, ce qui est intéressant dans cette, donc c'est une appli pour partager des photos de manière anonyme, et donc les gens prennent des photos avec leur webcam, leur téléphone et tout, et en fait ce que je fais, donc vous voyez qu'il y a des tags en dessous. Donc là c'est moi tout à l'heure, pof, Glasses, et je peux naviguer et trouver toutes les photos, bah là, Glasses, etc. Ou je sais pas, technologie, je sais pas trop sur quoi je vais tomber, tiens, DevFest, une photo d'un talk, etc. Et en fait là ce que j'ai utilisé l'API de Vision pour reconnaître ce qu'il y a dans ces images là, pour avoir ces tags là, et aussi vous voyez qu'il y a des couleurs aussi autour de, est-ce qu'il y en a une qui est un peu plus flashy, celle-là ou celle-là par exemple, il y a une couleur de fond, une sorte de cadre autour des photos, et je retrouve la couleur principale ou typique, un petit peu de, c'est pas forcément la couleur principale, mais une couleur dominante dans la photo. Et ça, c'est des informations que l'API Vision me donne. Donc j'avais, je sais plus, ça doit être celui-là. Donc j'ai déployé ça sur Google Cloud Functions, c'est du Node.js par exemple. Donc j'ai utilisé un module, voilà, qui est ici, qui est le module NPM de l'API Vision. Et ensuite je crée finalement une requête avec où est-ce que je vais trouver l'image. Alors moi je l'ai stocké dans Google Cloud Storage, peu importe, et je dis j'ai besoin de faire la détection de labels pour savoir ce qu'il y a dans mes images, de connaître les propriétés des images, là c'est la couleur dominante, et Save Search c'est pour voir, ah oui ça je ne vous l'ai pas montré, pour voir s'il y a du contenu adulte ou autre, parce que j'ai une interface d'admin aussi qui me montre les images qui ont été publiées et qui me dit, bah tiens, dans celles qui ont été filtrées automatiquement, par exemple celle-là elle était marrante, c'est en fait il a cru que ça c'était genre du sang, alors qu'en fait c'était une assiette avec des restes de framboises, fraises et tout ça. Et après je m'étais amusé aussi, alors là je ne vais pas zoomer parce que vous voyez que c'est déjà assez explicite, des photos de magazines féminins avec des femmes voilà, plutôt dénudées on va dire, et il a bien reconnu que c'est adult, racy, donc adulte, osé, etc. Donc comme ça évite que les gens mettent n'importe quoi sur mon appli, et c'était une bonne illustration de l'utilisation de l'API. Donc ça, Save Search, c'est justement ça qui me permet de faire ce filtrage. Et en fait j'appelle j'utilise le client qui appelle l'API de Vision, et je lui dis hop, je veux que tu annotes mon image avec la requête que je viens de construire, et ensuite donc le JSON qui m'est retourné, ça me donne par exemple ici les propriétés des images, la couleur dominante, je prends la première, et ici pour celui-ci là je vais regarder les annotations, savoir si c'est adulte, violent, etc. Pardon. Et puis après, bon, le reste, c'est pas forcément très intéressant parce que je restocke ça, les détails dans une base de données et tout. Et là, vous voyez en tout cas qu'en assez peu de lignes, donc la création de la requête, le require pour récupérer le module, et puis ensuite, j'appelle l'API et je récupère les informations qui m'intéressent. Donc ça se fait très facilement.
voilà pour cette API. Hop. L'API de traduction, c'est une des plus vieilles API de Google. Donc ça, c'est une API qui est vraiment pas mal utilisée, même si vous utilisez par exemple Airbnb. Vous savez que des fois les gens ils laissent des commentaires sur un appartement dans la langue que la personne parle. Et en fait, on peut avoir les traductions de ce que les gens mettent comme commentaires. Et en fait, l'outil de traduction qui est utilisé dans Airbnb, c'est l'API de traduction de Google. À utiliser aussi en termes de code. Donc j'ai un autre exemple. Donc ça, je peux le fermer. Translate. Alors j'ai fait des exemples en Groovy parce que je suis un des cofondateurs du langage Groovy, mais ça ressemble à du Java. Vous inquiétez pas et vous focalisez pas sur la syntaxe. Mais par exemple, là j'ai un petit bout de texte et je veux le traduire du français en anglais. Et puis là, j'ai un autre exemple ici qui est, je voudrais faire la détection, savoir dans quelle langue ce texte a été écrit. Et donc si je lance ça, hop, ici, Groovy, comment ça s'appelle, Translate API. Donc je vais appeler l'API, là c'est le Wi-Fi avait l'air de bien marcher. Et donc il me dit, voilà, le texte c'est Hello and welcome to DevFest Toulouse. C'est pas mal comme traduction, bon là c'était pas non plus des phrases super compliquées. Hein. Et j'avais dit joyeux anniversaire en allemand, il a bien reconnu que c'est de l'allemand, et il est sûr à 98,750776%, très précis. Hein. Donc ça a l'air d'être de l'allemand. Et c'est effectivement de l'allemand. Donc vous voyez, encore une fois, c'est très... Donc ça, j'utilise la librairie Cloud Translate, le jar qui est en Java, que j'importe dans mon script en tout cas. Et puis, donc je récupère le service et après j'ai juste à dire translate ou ici detect pour trouver le langage qui est la langue qui est utilisée. Et juste 2-3 petits mots de plus là-dessus, c'est que en fait, comme je disais, c'est une des plus vieilles API de Google. Et ce qui est, alors, même historiquement, je dirais que ce n'était pas une API de machine learning, en ce sens qu'il y avait pendant 10 ans des linguistes qui ont défini des grammaires, de la syntaxe pour tous ces langages-là, pour comprendre et parser le texte et être capable après de faire des équivalences avec d'autres langues. Et en fait, tout ça a été remplacé en l'espace de 6 mois par en fait des réseaux de neurones qui ont en plus finalement une compréhension même encore plus fine de ce qui est dit du texte et est capable donc j'ai un exemple là juste après, de comprendre des subtilités, par exemple quand il y a des pronoms qui changent dans une phrase ou des tournures de phrases qui sont plus correctes que d'autres. Ça ne veut pas dire que l'ancienne API faisait de l'anglais et du français qui n'était pas correct, disons grammaticalement parlant, mais qui n'est pas forcément naturel à dire. Donc là, dans l'exemple que j'avais, là c'était encore sur le thème d'Harry Potter, un texte en espagnol, traduit après en anglais, et si on regarde par exemple au milieu, là, almost twice longer than usual, on ne le dirait pas comme ça, on dit plutôt almost twice as long as usual, ou après on pouvait voir, je sais pas, fence of the gardens, on dit plutôt garden fence, etc. Et bon là je ne vais pas relire le texte, mais se rappeler que il ou elle, en l'occurrence, là on parlait de Madame Dursley, voilà, Mrs. Dursley, et là on sait que c'est she et her, et non pas he, comme ça avait été fait ici. Donc une meilleure compréhension des éléments, enfin des sujets, des compléments, etc. Donc pour la traduction, on a aussi besoin, comme je disais, de comprendre la structure du texte. Ça, c'est le Natural Language Processing, NLP, ou NLU, Understanding. Donc toujours sur le thème d'Harry Potter, quand on regarde ce texte-là, dans la première phrase, Joanne Joe Rowling, c'est pareil que J.K. Rowling, et Robert Galbraith, qui est un autre nom de plume de J.K. Rowling, donc l'auteur de Harry Potter. Et en fait, quand on extrait les entités, c'est-à-dire les concepts importants de la phrase, les sujets en général, l'API est capable de dire excusez-moi, est capable de dire, bah tiens, ça en fait c'est 3 entités là, en fait c'est une seule et même entité, c'est la personne Joanne K. Rowling. De même, quand il y a des choses comme British, on sait que c'est relatif à
un lieu, donc c'est pour ça qu'on voit location ici, donc qui correspond au Royaume-Uni, ou Harry Potter, c'est un personnage, en l'occurrence un personnage de fiction. La reconnaissance des entités, la reconnaissance aussi de la syntaxe. Donc ça, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, qui est pas mal, c'est quand vous allez sur cloud.google.com, après vous pouvez aller dans product/AI, mais on le trouve assez facilement. En fait, vous pouvez tester, il y a des démos interactives sur tous les produits. Donc par exemple, il doit y avoir, où est-ce qu'elle est, Vision API, Speech to Text, Natural Language API. Par exemple, si je vais sur celle-là, vous verrez que, hop, où est-ce que c'est, ici, Try the API, il y a des petits encarts comme ça qui vous permettent de jouer avec donc là par exemple la syntaxe, c'est ce que je voulais montrer, de montrer la structure par exemple du texte. Moi j'ai un petit exemple aussi là-dessus d'ailleurs, où est-ce que c'est, NLP, donc il y a plusieurs, oui je vais peut-être lister un petit peu les features, je ne sais plus si je les liste toutes là-dessus. Donc oui, dans les features il y a l'analyse du sentiment, pour savoir si c'est quelque chose qui est positif ou non. Donc par exemple, si vous avez un site d'e-commerce et les gens peuvent laisser des commentaires sur des produits, peut-être que vous avez envie de voir si les commentaires sont positifs ou pas positifs sur les produits, au-delà des étoiles que les acheteurs mettent éventuellement. Donc la compréhension de la syntaxe, des entités, il y a aussi de la classification. Donc par exemple, ici, moi j'ai fait 3 petits exemples. Pareil, ici, hop, celui-ci c'est pour la structure, donc j'utilise la librairie Google Cloud Language. Je crée un document, mon document c'est quoi? C'est du texte, et puis je dis que c'est du plain text, ça peut prendre aussi de l'HTML. Et je donne aussi, donc je donne mon document et de la manière dont ça a été encodé, et après j'analyse la syntaxe dans celui-ci, dans celui-là j'analyse le sentiment, et dans celui-ci j'utilise la classification, Classify Text. Et là, donc je vais vous montrer peut-être un des exemples. Là j'ai mis une URL pour un article que j'ai écrit sur comment faire tourner Chrome en mode headless sur App Engine avec Node.js, blablabla. C'est typiquement un article technique avec des bouts de programmation, etc. Et quand je le lance ici en ligne de commande, alors comment il s'appelle? NLP c'est quoi? Classify. Donc ce document là il va me dire bah tiens, c'est possible que ce soit dans les catégories suivantes, à 93% Computers Electronics Programming, Computer Science dans Science, ou Software dans Computer Electronics, donc avec 93 ou 73%. Ça permet aussi de classifier du coup le contenu du texte. L'autre exemple que j'avais, c'était avec la structure. Donc j'ai, ah oui, je vais vous le montrer, structure c'est celui-ci. Structure, je donne une phrase, This lovely conference is incredibly super awesome. Je les réutilise aussi pour le sentiment justement. Et bah voilà, alors j'ai pas fait un joli arbre comme dans la petite démo sur la page de la documentation, mais donc là je sais voilà que le nom c'est conférence, les adjectifs sont ceci, etc. Donc ça me permet éventuellement moi de faire une analyse aussi de ce texte là. Et mon autre exemple, NLP sentiment, donc j'ai repris, c'est la même phrase, hein, c'est This lovely conference is super awesome, et il va me dire, alors la magnitude du sentiment, donc c'est la force du sentiment, 0,9, donc ça veut dire que c'est quelque chose de fort, et le score, ça va de -1 à +1, et quand c'est positif, bah, c'est positif, et quand c'est inférieur à 0, c'est négatif. Donc cette phrase-là est très positive. Donc c'est comme ça que vous pouvez analyser le texte que vos utilisateurs peuvent proposer. Donc là, les trois sont vraiment à peu près sur le même modèle, hein, c'est juste que j'appelle différentes méthodes, analyze, et après je recherche à l'intérieur du JSON qui m'est retourné les objets qui me sont retournés, là, j'utilise l'API cliente, parce qu'il y a une API REST, vous pouvez faire des API REST vous-même, il y a une API cliente que vous pouvez utiliser. Pour certaines API, il y a aussi donc souvent on a en REST, mais certaines API qui sont aussi disponibles en gRPC, si vous préférez. Donc ça, c'est l'analyse du texte. Hop. Et après, je crois, alors s'il veut bien me recharger, voilà. L'analyse du sentiment.
Donc là on a parlé plutôt texte avec la traduction, la compréhension du texte, mais on peut parler aussi speech. Donc speech, la capacité de reconnaître ce qu'il y a dans de l'audio. Donc ça reconnaît pas mal de langages, 110 langages, on peut le faire en real time, c'est là où par exemple en REST on ne peut pas le faire, par contre avec du gRPC, vu que ça supporte du streaming bidirectionnel, c'est-à-dire j'envoie un flux audio et il me retourne des résultats au fur et à mesure qu'il reconnaît mon flux audio, donc c'est deux streams, un stream audio et un stream texte en retour. Ça fonctionne très bien aussi dans un milieu où il y a beaucoup de bruit, et on peut aussi aider l'API à reconnaître ce qu'on raconte. Donc par exemple, moi dans mon talk, par exemple j'ai utilisé le mot talk qui est un mot anglais, où je parle où j'ai des acronymes, par exemple dans notre domaine on utilise tout le temps plein d'acronymes, et je peux lui donner aussi des mots qui sont potentiellement dans le vocabulaire qui pourrait être utilisé dans la piste audio ou le stream, le flux audio qui est envoyé. Donc ça améliore encore la qualité de la retranscription. Et pour info, donc ces API-là, c'est aussi ce qui est utilisé dans votre assistant Google quand vous utilisez sur votre téléphone, c'est aussi ce qui est utilisé dans Google Home, ou je sais pas, dans Google Maps où vous lui donnez une adresse, je veux aller à tel endroit, avec la voix, et c'est les mêmes API en fait qui sont utilisées derrière. J'ai une petite démo là-dessus à faire. Alors, speech to text, elle est où? Comment je l'ai appelée? Speech API. Alors, je ne vais pas aller dans tout le code parce qu'il est un petit peu plus long celui-là, enfin moins d'une centaine de lignes, parce qu'il y a... donc en fait, je vais peut-être vous le montrer d'abord pour vous montrer ce qu'est fait. Groovy, donc c'est encore du Groovy, Speech API. En fait, j'envoie mon flux audio et en pseudo real-time, il va me donner ce qu'il a reconnu. Donc il va ouvrir la ligne audio, enregistrer tout ça. Bonjour. Tiens, il avait même entendu mon mot enregistré juste avant. Momo. Ah, il avait reconnu Momo. Alors là, je sais pas, c'était mon mot, c'était pas Momo, mais bref. Donc, je sais pas quoi dire d'autre. En fait, quand je m'enregistre, là, je sais généralement pas quoi dire. Voilà. Donc là, il attend en fait quand il y a un blanc, il attend pour être sûr que toute la phrase, parce que des fois en fait il recorrige des mots précédents en fonction du contexte de ce qui a été dit après. Donc c'est pour ça qu'on voit comme ça des gros blocs. Donc sinon si je m'arrête de parler, peut-être qu'il va refaire encore un gros bloc. Bizarre. Ouais, un gros bloc. Voilà. Bon. Donc c'est bien. Après on peut le faire parce que du coup il corrige aussi des fois certains mots qui étaient, comme je disais, apparus avant en fonction du contexte. Et on peut là la manière dont je l'ai fait c'est assez simple, mais on peut le voir s'auto-corriger au fur et à mesure qu'il comprend ce que je dis. Et juste pour vous montrer quand même un tout petit peu de code sur ce truc là, alors j'utilise Javax Sound comme API pour enregistrer mon flux audio, donc c'est pour ça qu'il y a du code là ici, où j'ouvre la ligne, où j'écoute, j'enregistre. Et puis après là par contre c'est là où je vais appeler le client de l'API de Speech Recognition, où je vais lui dire voilà, c'est de l'audio 16 bits, c'est en français, et donc là ça c'est pour bien fermer les trucs proprement, et alors c'est lequel qui est intéressant, ça doit être celui qui est ici, et j'ai passé une implémentation voilà ici à mon API pour lui dire on next, donc à chaque fois qu'il y a un nouveau bloc d'audio qui a été reconnu, donc s'il a effectivement reconnu quelque chose, je vais imprimer result list, alternative list, c'est-à-dire je prends le texte de ce dont il est sûr. Sinon, s'il y a plusieurs alternatives, il peut me montrer les différentes alternatives. Et après, hop, c'est fini. Donc il y a une sorte d'API un petit peu événementielle, on next, à chaque fois qu'il y a des blocs d'audio qui sont reconnus. Et après, donc, je fais une petite boucle, parce que là, je lis sur le flux audio. L'observer, c'est là que je balance l'audio à l'API. Et une fois que l'API a reconnu, moi, elle appelle mon response observer à chaque fois qu'il y a des bouts qui sont reconnus. Donc voilà, dans les grandes lignes, en tout cas, de cette petite démo.
Hop, il nous reste plus beaucoup de temps. Ah oui, il y a aussi les timestamps si on veut voir à quel moment est dit tel ou tel mot. Donc ce qui pourrait être marrant, c'est de faire une sorte d'appli où on prend des mots d'un flux audio, d'un MP3 ou autre, et on refait un peu comme les lettres anonymes, vous savez, où on colle des bouts de mots venant de magazines ou un truc comme ça. On pourrait recréer un texte avec justement en récupérant tous les petits mots qu'on trouve dans un flux audio, ce qui pourrait être. C'est une démo que j'ai envie de faire depuis un certain temps et il faudrait que je trouve le temps de la faire. Ça pourrait être rigolo. Donc là, on comprend ce qu'il y a dans des flux audio, mais on peut aussi générer de la voix. Donc encore une fois, c'est aussi ce qui est utilisé dans les trucs comme Google Home. Donc là, on reconnaît un petit peu moins de langues, mais on a des voix qui utilisent même du machine learning pour faire la génération de la voix. Et on peut rajouter de l'emphase sur certains mots, mettre des pauses, etc. On peut faire pas mal de choses. Et là, j'ai une autre petite démo. Donc c'est quoi? Non, speech. Non, text to speech. Ouais. Text to speech. Alors je crois qu'il faut que je lui passe un truc. Alors je sais pas si vous allez l'entendre. Je vais essayer de mettre le son. On verra si ça marche. Bonjour Toulouse. Je vais peut-être mettre des accolades, des guillemets, pardon. Ah, je refais des guillemets ici. Bonjour Toulouse, comment ça va? Alors je sais pas si ça va marcher. Peut-être que vous l'entendrez ou avec mon micro, j'en sais rien. Bonjour Toulouse, comment ça va? Donc c'est une voix qui est quand même assez naturelle. Et ça, le texte, le code, c'est assez facile aussi. Non, ça c'est TTS, si bah si, c'est celle-là. Donc je dis, voilà, je veux une voix féminine française. Je pourrais faire québécois aussi, c'est assez rigolo. Et donc j'utilise encore l'API Javax Sound pour récupérer le binaire en fait, et puis le faire jouer par mon bout de code en Groovy. Et j'ai un listener et en fait, donc là, ici, il y avait l'appel Synthesize Speech, c'est là où il transforme. Et après, donc c'est encore un espèce de truc un petit peu événementiel où donc j'ai un listener et où en fait, il va faire tourner mon audio. Voilà. Donc ça, c'est assez rigolo à utiliser. Donc il reste 3 minutes. Dialogflow. L'année dernière, j'avais fait pas mal de talks sur le thème des chatbots. Il y a un outil qui s'appelle Dialogflow qui permet de créer des chatbots et qui fait du coup la compréhension du speech, du texte pour interagir, donc que ce soit sur des clients genre Facebook Messenger ou autre, ou aussi c'est ce qu'on peut utiliser avec Actions on Google, qui est le framework qui permet d'étendre l'assistant Google et donc de créer ses propres applications pour son Google Home chez soi ou pour ses clients, pour sa marque. Donc il y a tout un tas d'intégrations qui sont possibles avec Twitter, Skype ou autre. Alors du coup je sais pas si là j'ai vraiment pas le temps de vous la montrer, mais je m'étais fait un petit on pourra, si vous venez me voir aux Office Hours, je pourrais vous faire une petite démo de ça, sera sympa. Je vais zapper cette démo là. J'avais fait une appli parce que je suis allergique à certains pollens et je me suis fait un chatbot et donc le matin je peux dire à mon Google Home ok, je veux parler à pollen en France, c'est le nom de mon application, et je lui demande quel est le niveau allergique de pollen par exemple ici. Alors, je vais quand même vous le montrer parce que j'ai envie de vous le montrer quand même. Parler à Google, à Pollen en France. Ça marche. Je vous affiche la version test de Pollen en France. Alors je sais pas pourquoi il a sélectionné Canada. Je peux vous indiquer le niveau de risque d'allergie au pollen en France par département grâce aux informations du Réseau national de surveillance aérobiologique. Et là je peux lui parler. Alors c'est un anti-pattern de faire une intro aussi longue. Niveau allergique en Haute-Garonne. Alors qu'est-ce qu'il va me dire? Parce que là je crois qu'en ce moment, là j'ai une petite image. Dans le 31, pas de risque allergique en ce moment. Souhaitez-vous d'autres informations? Et là normalement il met ici le niveau de risque qui peut s'afficher. Et en fait ce que j'ai fait dans ce truc là, c'est que j'utilise moi à côté dans mon code
je fais de l'image scrapping, je récupère les images qui sont sur le site du RNSA qui publie ces informations-là. Et normalement, bon là il n'y a pas d'allergène en ce moment, mais sinon vous voyez des bandes de couleurs et j'analyse, tiens pour le, j'en sais rien, moi le châtaignier c'est rouge, ça veut dire qu'il y a un fort niveau allergique. Donc j'ai combiné un petit peu différentes API de machine learning pour mon besoin personnel. Il faudrait que je la publie cette appli parce que ça peut être utile à ceux qui sont allergiques. Video Intelligence, c'est pareil que Vision API, mais pour les vidéos. Donc là, je vais vraiment la zapper. Et ce que je voulais juste dire quand même quelques mots sur, au-delà de ces API, qu'est-ce qu'on a? On a TensorFlow, qui est le projet open source de Google qu'on utilise en interne pour tous nos modèles de machine learning. Donc c'est disponible en Python, C++, il y a aussi des API expérimentales en Java et en Go, et il y a tout un tas de modèles de machine learning que vous pouvez, de réseaux de neurones que vous pouvez utiliser, même des modèles statistiques de régression. Donc les différents types qui existent. Et donc il y a trois aspects quand on fait de l'entraînement de ses propres modèles. On crée son réseau de machine learning, on l'entraîne avec des données et après on le sert, c'est-à-dire on lui fait faire des prédictions par rapport à de nouvelles données. Donc il y a TensorFlow, on peut faire tourner ça sur Cloud Machine Learning Engine qui est au milieu, et on peut même en faire côté client avec TensorFlow Lite sur Android ou TensorFlow JS côté navigateur dans votre browser. Et par contre à 17h30, Tiffany qui est devant fait un talk sur TensorFlow. Donc si vous voulez vraiment creuser le sujet et en apprendre beaucoup plus sur TensorFlow, je vous invite à aller voir Tiffany tout à l'heure à 17h30 en salle Toulouse Métropole. Donc ça, c'est le truc pour faire l'entraînement dans le cloud. Utilisez-le, ça rapporte des dollars à Google, c'est cool, ça paye mon salaire. Et dernier petit mot, c'est juste sur le fait que on a parlé des API de machine learning, on a parlé de TensorFlow, enfin super brièvement, mais il y a une sorte de gap entre les deux. On est développeur, on appelle une API REST, ça va, mais on n'est pas forcément data scientist. Et ce que je voulais vous mentionner, c'est AutoML. Alors j'ai vraiment juste un slide là-dessus, qui est une manière de continuer l'entraînement de modèles existants comme notre API de Vision pour reconnaître des choses particulières. Par exemple, vous utilisez l'API Vision pour reconnaître, vous l'appelez pour reconnaître des nuages dans le ciel. Il va vous dire Sky et Cloud. Ouais, mais est-ce que c'est un cumulonimbus, un cirrostratus, je ne sais quoi? Vous êtes capable de réentraîner Vision API pour reconnaître plus finement les nuages qu'il y a dans les photos. Bon, voilà, c'est juste un exemple. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous remets les quelques petits liens.